Tout semblait prêt, tard dans la nuit du 3 janvier 2026. Vers 23 heures, selon les autorités, une opération coordonnée devait neutraliser à très courte distance le capitaine Ibrahim Traoré, puis frapper sa résidence pour semer la sidération, ensuite viser une base de drones décrite comme un verrou technologique, et enfin créer le désordre nécessaire à une hypothèse d'intervention extérieure. Le récit insiste sur des relais recrutés sur le terrain, civils et militaires, et sur un financement présenté comme suffisant pour transformer une intention en plan d'action. Si cette chaîne dépend de signaux faibles, qui les voit à temps, une nuit courte, des effets longs. Le récit promet une lecture froide sans se laisser emporter par l'émotion. Comprendre la mécanique aide à trier l'essentiel du bruit public. Il s'agit de suivre une séquence, repérer le point de départ, les relais humains, puis les étapes censées s'enchaîner en une seule nuit. L'enjeu dépasse l'épisode annoncé comme déjoué. Si une neutralisation ciblée ouvre un vide, ce vide peut être exploité avant que l'appareil d'État ne réagisse. Le texte insiste sur deux leviers, le recrutement de relais sur le terrain et un financement présenté comme assez élevé pour passer de l'intention au plan. Ibrahim Traoré apparaît comme la première pièce à retirer, non comme une abstraction, mais comme un point humain précis. En filigrane, la question devient double. Qu'est-ce qui dépend d'acteurs lointains et qu'est-ce qui dépend d'acteurs tout proches? Et si l'événement central n'était pas l'attaque, mais son interception? Enfin, les stakes sont concrets: cohésion interne, chaîne de commandement et confiance sociale sous tension. Ce cadre prépare à juger, sans précipitation, la portée réelle de la tentative. Le mini-révélateur tient en deux éléments précis, une heure et un montant. Les autorités situent le basculement opérationnel autour de 23 heures le 3 janvier 2026 et évoquent une enveloppe récente d'environ 70 millions de francs CFA pour financer la tentative. Ces deux repères ne servent pas à impressionner, mais à rendre crédible une mécanique. Une nuit courte, des moyens limités, un effet recherché disproportionné. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme une cible parmi d'autres, mais comme l'étape initiale d'une séquence pensée pour créer un vide rapide. Ce point de départ éclaire le contexte. Le Burkina Faso traverse une phase de transformation accélérée, marquée par des ruptures politiques, des réorganisations internes et des loyautés mouvantes. Une telle configuration rend possible des opérations qui misent moins sur la force brute que sur la désorientation. Le récit officiel insiste sur la logique séquentielle. Neutralisation rapprochée du chef de l'État, attaque de sa résidence pour amplifier la confusion, puis action contre une base de drones décrite comme un verrou technologique. Chaque étape dépend de la réussite de la précédente. Si la première échoue, l'ensemble s'effondre. Un autre élément du contexte change la lecture, le rôle attribué aux civils. Ils ne sont pas décrits comme de simples figurants, mais comme des relais chargés d'observer, de transmettre, parfois d'ouvrir des portes. Cette articulation civilo-militaire transforme une tentative d'assassinat en projet de déstabilisation plus large. Elle explique pourquoi le récit ne se focalise pas sur un tireur, mais sur un réseau. Dans cette construction, Ibrahim Traoré incarne à la fois un centre décisionnel et un symbole. Le mini-révélateur n'est donc pas l'existence d'une menace mais sa forme, calibrée, séquentielle et dépendante de signaux faibles. Comprendre ce cadre permet de dépasser l'émotion et de poser la question centrale. Qu'est-ce qui a réellement empêché la montée vers le point de non-retour? Le récit change d'angle en introduisant un fil conducteur discret, l'appareil sécuritaire. Il n'est pas décrit à travers des figures héroïques, mais comme une chaîne de vigilance continue. Les autorités parlent d'identification de signaux en amont, de surveillance des communications, puis d'un démantèlement progressif de réseaux avant le passage à l'acte. Cette mise en avant déplace l'attention.
L'événement central n'est plus l'attaque annoncée, mais son interception. Deux cas courts illustrent l'impact précoce de cette lecture. D'un côté, des civils interrogés pour avoir servi d'intermédiaires. Ils auraient transporté un message, livré un objet, parfois sans mesurer la portée de leur geste. De l'autre, des militaires accusés d'avoir tenté d'enrôler d'autres soldats dans des groupes aux missions précises. Ces situations montrent que la menace décrite n'est ni totalement externe ni entièrement populaire. Elle se situe dans des zones grises de loyauté, d'opportunisme et d'ambiguïté. Cette approche explique pourquoi la protection du chef de l'État est présentée comme un test collectif. La vigilance citoyenne, les volontaires pour la défense du territoire et les appels à signaler des comportements suspects sont intégrés au récit comme des extensions de la sécurité institutionnelle. L'effet immédiat est double. D'une part, une mobilisation qui renforce la cohésion autour d'un point central. D'autre part, une tension diffuse, car le quotidien devient un espace d'observation. Au fond, la prévention transforme la sécurité en affaire partagée. La prévention transforme la sécurité en affaire partagée. La chronologie resserrée permet de suivre la montée en puissance telle qu'elle est décrite par les autorités. Tout commence bien avant la nuit du 3 janvier, dans une phase d'activation discrète. Des relais humains sont préparés, civils et militaires, chacun s'assigné à un rôle précis. Observer, transmettre, ouvrir des accès pour les uns, recruter, convaincre, structurer des groupes d'action pour les autres. Rien n'est présenté comme spontané. La lenteur apparente sert à passer sous le radar, tandis que la coordination vise une exécution en une seule nuit. Vient ensuite le point de bascule. À 23 heures, l'opération est censée entrer dans sa phase critique. La neutralisation de Ibrahim Traoré constitue l'acte déclencheur. L'objectif n'est pas seulement l'élimination d'une personne, mais la création d'un choc initial. Une sidération immédiate capable de paralyser les chaînes de commandement pendant les premières heures. Dans ce scénario, chaque minute compte. Une attaque à très courte distance ou une action visant directement la sécurité de la résidence doit produire cet effet de stupeur. La séquence ne s'arrête pas là. Presque sans transition, une deuxième étape est prévue. La neutralisation d'une base de drones est évoquée comme un verrou stratégique. Elle vise à réduire les capacités de surveillance et de réaction rapide de l'État. Ce détail révèle que la cible n'est pas uniquement politique, elle est aussi technologique. Affaiblir ces moyens, c'est limiter la possibilité de reprendre rapidement le contrôle du territoire et de l'information. La troisième phase correspond aux répliques attendues. Une fois la confusion installée, les groupes civils mobilisés doivent apparaître dans l'espace public. Leur rôle est de donner l'illusion d'un soutien populaire, d'occuper le terrain symbolique et médiatique. En parallèle, des militaires déjà acquis à la cause sont censés entraîner d'autres unités, créant un effet d'entraînement. Le désordre initial devient alors un levier stratégique, transformé en opportunité. Ce qui frappe dans cette construction, c'est la logique d'emboîtement. Chaque étape dépend strictement du succès de la précédente. Si l'attaque initiale échoue, l'édifice entier s'effondre. C'est précisément ce point que soulignent les autorités lorsqu'elles décrivent la détection en amont. Arrestation ciblée, surveillance des communications, démantèlement progressif des réseaux. La chaîne est rompue avant le point de non-retour. Les premières conséquences apparaissent immédiatement. L'événement majeur n'est pas visible car il n'a pas lieu. L'impact se lit dans le récit lui-même, centré sur l'interception plutôt que sur l'attaque. Ibrahim Traoré est replacé dans cette narration comme un point autour duquel se cristallise une mobilisation plus large. La protection du chef de l'État devient indissociable de la protection du système. La tentative annoncée comme déjouée n'est pas présentée comme un accident, mais comme le résultat d'un pari calculé qui n'a pas atteint son pic. Le point de départ chiffré sert de ligne de base.
Les autorités évoquent une enveloppe d'environ 70 millions de francs CFA mobilisés pour financer les actions de déstabilisation. Avant ce seuil, il n'est question que d'intentions dispersées. Après, la mécanique devient opératoire. La différence n'est pas la masse, mais la capacité à coordonner. Une somme modeste à l'échelle d'un État, mais suffisante pour rémunérer des intermédiaires, couvrir des déplacements et activer des relais locaux. Autrement dit, on ne parle pas d'une armée, mais d'un réseau. Un deuxième indicateur repose sur le temps. Le déclenchement est situé autour de 23 heures le 3 janvier 2026. Avant cette heure, la préparation se dilue dans la routine. Après, la fenêtre nocturne est exploitée pour compenser l'absence de moyens lourds. Ce choix horaire est présenté comme stratégique. Baisse de vigilance, chaîne de commandement plus lente, effet de surprise maximale. Le delta temporel révèle une optimisation du chaos, jouant sur le facteur humain plutôt que sur la force brute. Le troisième élément quantifiable concerne la répétition. Le narrateur évoque au moins une troisième tentative visant Ibrahim Traoré en moins de 2 ans. Pris isolément, ce chiffre reste imprécis. Mis en série, il suggère une persistance. Avant, chaque épisode pouvait être interprété comme un échec ponctuel. Après, apparaît une logique de cycle. Tester, échouer, corriger, recommencer. Le delta ici est qualitatif. La menace n'est plus accidentelle, elle devient continue. Ces chiffres appellent une lecture prudente. Le montant indique un niveau d'engagement assez élevé pour coordonner, mais trop faible pour contrôler totalement. L'horaire révèle une stratégie d'efficacité disproportionnée. La répétition dessine une pression prolongée sur un point central du pouvoir. Ensemble, ils soutiennent un même message. La tentative décrite n'est ni massive ni improvisée, mais calibrée. Chaque chiffre est accompagné d'une interprétation resserrée. Les 70 millions de francs CFA mesurent la capacité à transformer une intention en plan. 23 heures marque l'instant où la surprise doit remplacer la force. La troisième tentative indique une adaptation successive après chaque échec. Aucun de ces indicateurs ne prouve à lui seul l'ampleur réelle du réseau. Pris ensemble, ils rendent cohérente la mécanique exposée. Dans ce cadre, l'échec est présenté comme une victoire stratégique. Il prive le réseau de son principal levier, sans lui offrir l'escalade recherchée. La neutralisation n'ayant pas eu lieu, la chaîne ne peut pas passer au pic. Ibrahim Traoré cesse alors d'être seulement une cible potentielle. Il devient le point autour duquel se mesurent les ajustements adverses et la capacité de l'État à rompre une séquence avant son moment critique. Reste une question ouverte. Ces chiffres décrivent-ils exactement la menace ou surtout la manière dont elle est lue et rendue crédible? Une objection solide traverse tout le récit officiel. Il serait trop cohérent, trop ordonné, présenter un adversaire structuré, doté d'un financement identifié, d'un calendrier précis et de relais civils et militaires pourrait servir un objectif politique clair, renforcer l'image d'un pouvoir vigilant et indispensable. Dans cette lecture critique, la menace serait amplifiée pour justifier une mobilisation sécuritaire accrue, des arrestations élargies et un appel constant à la vigilance populaire. Autrement dit, la narration de la déstabilisation dirait autant le besoin de légitimité que la réalité du danger. Une seconde critique porte sur les sources. L'essentiel des informations provient d'autorités directement impliquées dans la gestion de la crise. Les détails opérationnels, les montants évoqués et les responsabilités attribuées ne sont pas encore soumis à une contradiction publique complète. Le risque existe alors de confondre une enquête en cours avec une narration déjà stabilisée. Dans ce cadre, certains observateurs estiment que l'ampleur réelle du réseau pourrait être surestimée et son unité exagérée pour produire un effet de dissuasion interne. Ces objections méritent d'être prises au sérieux.
Pourtant, plusieurs éléments du récit résistent à cette mise en cause. D'abord, la logique séquentielle décrite n'exige pas une organisation massive. Une chaîne courte, composée de cellules peu nombreuses mais coordonnées, suffit à produire l'effet recherché si le point d'entrée est bien choisi. La cohérence n'implique pas nécessairement la grandeur. Ensuite, l'implication simultanée de civils et de militaires, même à des niveaux marginaux, correspond à des schémas déjà observés dans des contextes de transition politique rapide. Lorsque les loyautés sont mouvantes, de petites convergences opportunistes peuvent suffire à créer une dynamique dangereuse sans direction centrale lourde. Enfin, la répétition des tentatives évoquées affaiblit l'hypothèse d'une simple mise en scène ponctuelle. La persistance suggère un conflit non résolu autour de la trajectoire politique du pays plutôt qu'un épisode isolé instrumentalisé. Même si chaque détail reste à vérifier, le motif général demeure plausible. Le débat ne se situe donc pas entre vrai et faux, mais entre surestimé et suffisant. C'est dans cet intervalle que se joue la compréhension de l'événement. Le point de bascule ne se situe ni dans une arrestation spectaculaire, ni dans une déclaration martiale. Il apparaît plus en amont, dans un détail souvent relégué en note de bas de page, la surveillance des flux humains ordinaires. Les autorités expliquent que de nombreux civils interrogés n'étaient ni des idéologues ni des conspirateurs aguerris. Ils servaient d'intermédiaires, parfois pour transporter un message, parfois pour livrer un objet, sans toujours mesurer l'ensemble du dispositif. C'est précisément cette banalité qui a rendu le réseau lisible. En cartographiant ces tâches modestes, les services de renseignement auraient reconstitué une architecture plus large, reliant des acteurs dispersés à une intention commune. Ce travail discret aurait rompu l'instant critique en empêchant la synchronisation nécessaire au passage à l'acte. La réussite ne repose donc pas sur une force supérieure, mais sur une attention prolongée aux marges, là où les réseaux cherchent à se fondre dans la normalité. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré cesse d'être seulement la cible finale. Il devient le point autour duquel les signaux faibles se croisent et se trahissent. À mi-parcours, la lecture change. L'échec de l'opération n'est plus un hasard, mais le produit d'une asymétrie silencieuse. Ce déplacement de perspective prépare l'analyse des conséquences concrètes, au-delà de la nuit évitée. Les conséquences de la tentative annoncée comme déjouée se lisent différemment selon les acteurs, mais convergent vers un même effet, une reconfiguration immédiate des priorités. Pour l'État d'abord, l'épisode renforce la centralité de la sécurité comme matrice de décision. La continuité institutionnelle et la capacité de réaction sont mises en avant. En contrepartie, la gouvernance tend à se resserrer. Plus la menace est décrite comme persistante, plus les enquêtes s'allongent, la vigilance se normalise et la communication sécuritaire occupe l'espace public. La protection de Ibrahim Traoré devient indissociable de celle de l'appareil d'État. Ce lien justifie une attention accrue aux signaux faibles et une surveillance prolongée, au risque de rigidifier les marges de manœuvre politique. Pour les entreprises, l'effet est ambivalent. À court terme, l'interception évite un choc brutal qui aurait paralysé les activités. La stabilité immédiate rassure. À moyen terme, l'incertitude demeure. Les acteurs économiques opèrent dans un environnement où la sécurité peut redevenir prioritaire à tout moment. Cette incertitude se traduit par une prudence renforcée, des décisions différées et une dépendance accrue à la clarté des signaux envoyés par le pouvoir. L'absence d'effondrement n'équivaut pas à une accélération. Pour la population, l'impact est le plus diffus et le plus quotidien. Les appels à la vigilance transforment les gestes ordinaires. Signaler un comportement suspect devient un devoir civique, mais aussi une source de tension sociale. Des civils interrogés dans l'enquête illustrent cette zone grise. Participer à des tâches banales peut soudain prendre une signification lourde.
Dans ce contexte, Ibrahim Traoré est perçu à la fois comme une figure de protection et comme un point de cristallisation des peurs et des attentes. La sécurité s'invite dans la vie ordinaire, modifiant la perception de la normalité. À l'échelle régionale, enfin l'épisode résonne au-delà des frontières. Les accusations de soutiens extérieurs, qu'elles soient prouvées ou non, nourrissent une méfiance durable entre États voisins. Le Burkina Faso apparaît comme un terrain de friction où se croisent rivalité politique, alignement diplomatique et stratégie d'influence. L'échec de la tentative n'éteint pas ces dynamiques, il les rend plus visibles et parfois plus sensibles. Pris ensemble, ces quatre niveaux dessinent un constat commun. Éviter une nuit de chaos n'efface pas les tensions structurelles. Cela les reporte parfois en les amplifiant. La question n'est donc plus seulement ce qui a été empêché, mais ce que cette prévention change durablement dans les pratiques et les équilibres. À horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires se dessinent sans prétendre prédire l'avenir. Elles servent, elles servent de cadre de lecture pour observer ce qui change réellement après la tentative annoncée comme déjouée. Dans une trajectoire de base, la pression sécuritaire reste élevée et structure l'agenda public. Les enquêtes se prolongent, les réseaux identifiés sont fragmentés, et la prévention devient la priorité dominante. La stabilité tient, mais au prix d'une gouvernance plus resserrée. Chaque incident mineur est traité comme un signal potentiel. L'économie et la vie sociale s'adaptent sans rupture franche ni accélération décisive. Dans ce cadre, la protection de Ibrahim Traoré demeure un symbole central, rappelant que l'alerte est permanente même lorsque rien n'explose. Dans une trajectoire plus optimiste, l'échec de la tentative agit comme un catalyseur d'apprentissage. Les dispositifs de renseignement gagnent en efficacité, la coordination civilo-militaire s'améliore et la vigilance citoyenne se normalise sans basculer dans la suspicion généralisée. La protection de Ibrahim Traoré cesse d'être perçue comme un régime d'urgence pour devenir une routine maîtrisée. Progressivement, l'État peut desserrer l'étau sécuritaire visible et réinvestir des priorités de fonctionnement courant. La stabilité ne repose plus uniquement sur la peur du choc, mais sur des procédures intégrées. Dans une trajectoire plus dégradée, la répétition des alertes entretient une spirale de méfiance. Les réseaux adverses se recomposent par petites touches, testent à nouveau les marges et contraignent les autorités à répondre par des mesures toujours plus visibles. Le risque n'est pas un effondrement soudain, mais une érosion lente, fatigue institutionnelle, crispation sociale et brouillage des signaux régionaux. La sécurité devient omniprésente sans produire de sentiment durable de normalité. Une même recommandation de lecture s'impose dans les trois cas. Ne pas confondre intensité et direction. Une séquence sécuritaire peut être bruyante sans être décisive, ou discrète tout en étant structurante. L'enjeu n'est donc pas de compter les alertes, mais d'observer ce qu'elles transforment réellement dans les pratiques, les équilibres et la capacité collective à absorber les chocs. L'impact immédiat de la tentative d'échouer ne se limite pas aux sphères politiques, économiques et sociales, il touche aussi directement le spectateur. Cette dynamique se mesure dans des ajustements subtils dans le quotidien, dans la manière dont chacun interagit avec le système et ses signaux. La vigilance imposée par l'État n'est plus uniquement un concept abstrait, mais une réalité quotidienne à intégrer dans les relations ordinaires. Pour les citoyens engagés dans la défense nationale, cette situation devient un test de cohésion. Ils sont invités à jouer un rôle actif en signalant des comportements suspects. Cela peut nourrir une forme de solidarité collective, mais aussi entraîner des tensions sociales. Les civils interrogés dans l'enquête illustrent comment des tâches banales peuvent soudain prendre une signification lourde. Dans cette optique, la vigilance devient une responsabilité partagée, mais elle peut aussi virer à la surveillance mutuelle. Pour les acteurs économiques, la situation est plus c'est plus ambigu.
L'échec de la tentative de déstabilisation rassure à court terme car il évite une rupture violent. Cependant, la prudence qui s'installe dans le climat général engendre des incertitudes. Les décisions sont désormais différées et les stratégies de gestion du risque se complexifient. Les acteurs économiques doivent maintenant naviguer dans un environnement où la sécurité l'emporte souvent sur la fluidité administrative. Pour une partie de la population, la situation a des répercussions sur le sentiment de normalité. Le simple fait de vivre sous une vigilance accrue, sans qu'il y ait nécessairement un choc visible, transforme la perception collective. Ce groupe pourrait être perçu comme le plus vulnérable aux effets de l'alerte constante et de l'incertitude latente. La perception du quotidien change profondément, avec une attention accrue sur les gestes et comportements apparemment insignifiants. Dans l'après-coup de la tentative d'échouer, le rôle de la sécurité devient central. Mais cette priorité ne doit pas se faire au détriment des autres dimensions de la gouvernance. La gestion de cette situation nécessite une approche graduée qui évite l'escalade excessive de mesures d'urgence tout en maintenant une vigilance optimale. Voici un cadre en plusieurs étapes pour gérer cette dynamique. D'abord, il faut clarifier les rôles. Les autorités sécuritaires doivent mener l'enquête et assurer la prévention. Cependant, la communication doit rester factuelle et centrée sur les éléments établis pour éviter que l'alerte permanente ne devienne un outil de confusion. Il est essentiel de créer un climat de transparence où les citoyens peuvent comprendre les actions entreprises sans se sentir submergé par une communication sécuritaire omniprésente. Ensuite, il s'agit de normaliser la vigilance. Les civils doivent être informés sans dramatiser la situation. Plutôt que d'appeler à la suspicion généralisée, il s'agit de former des relais capables de reconnaître des signaux crédibles. La qualité des signalements sera plus importante que leur quantité et chaque acte de vigilance doit être tracé et contrôlé pour éviter les abus. Puis vient la sécurisation institutionnelle. La protection de Ibrahim Traoré et des institutions nationales ne doit plus être perçue comme une situation d'urgence mais comme un processus intégré. Cela passe par la mise en place de dispositifs robustes, moins visibles mais plus efficaces. Cette transition doit se faire progressivement, sans exposer excessivement l'État, tout en maintenant une réaction rapide en cas de crise. Enfin, il faut gérer les marges régionales. Les accusations extérieures, qu'elles soient fondées ou non, doivent être traitées avec des canaux diplomatiques fonctionnels pour éviter toute escalade inutile. L'objectif n'est pas l'apaisement immédiat, mais la réduction des malentendus exploitables par des réseaux opportunistes. Dans ce contexte, la protection de Ibrahim Traoré ne se limite pas à un acte symbolique. Elle incarne l'essence même de la résilience nationale. La tentative de déstabilisation déjouée nous rappelle que, parfois, ce ne sont pas les grandes victoires qui comptent, mais les petites résistances discrètes, invisibles, qui permettent à un système de tenir. Cette nuit évitée ne symbolise pas un exploit spectaculaire, mais une victoire silencieuse. Elle représente un pays suspendu entre l'urgence de la sécurité et la fragilité de la normalité. La figure de Ibrahim Traoré, qui domine cette narration, devient un point de convergence. Il est à la fois un pilier de la stabilité et un symbole des tensions internes. C'est sur ce point précis que tout converge, l'alerte, la mobilisation et la crainte. À travers lui, les citoyens se retrouvent dans un équilibre précaire entre le devoir de vigilance et le risque de fatigue face à l'alerte constante. En fin de compte, ce n'est pas l'échec de l'attaque qui détermine l'avenir, mais la manière dont cette situation est intégrée dans les mentalités. Une victoire discrète, certes, mais porteuse d'un poids émotionnel considérable. L'échec de la tentative de déstabilisation laisse une trace subtile dans la mémoire collective.
Il n'est pas perçu comme une victoire totale, mais comme un rappel de la fragilité de l'équilibre politique. La sécurité n'est pas un état figé, mais une construction permanente, souvent invisible, mais nécessaire. Le défi désormais est de maintenir cet équilibre tout en évitant une vigilance excessive qui pourrait nuire à la normalité du quotidien. Face à ce climat de vigilance accrue, une question se pose. Comment chacun de nous choisit-il d'intégrer ce moment dans sa perception de la réalité politique? Le défi n'est pas d'accepter une réalité qui nous est imposée, mais de choisir comment réagir face à cette incertitude persistante. Le système, malgré ses failles, continue de fonctionner grâce à cette vigilance discrète. L'essentiel n'est peut-être pas de savoir qui a gagné cette nuit-là, mais de comprendre comment ces événements influencent notre manière de vivre, d'interagir et de consommer l'information. Et vous, quel rôle jouez-vous dans ce système de vigilance partagée? La manière dont vous réagissez à cette situation pourrait déterminer la stabilité future